Ici Jean-Philippe Trottier, nous retournons à l'émission Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Et maintenant, midi est presque 36. Les éditions VLB viennent de sortir un livre de Lucien Bouchard en collaboration avec le journaliste Pierre Caillouette. Le titre est évocateur et fait penser d'ailleurs aux lettres à un jeune poète de Rilke ou encore, si on revient encore plus en arrière, aux lettres à Lucilius de Sénèque il y a 2000 ans. Il s'agit, cette fois-ci, des lettres à un jeune politicien. Mathieu Bock-Côté s'est longuement prononcé à ce sujet dans le Journal de Montréal. Il est admiratif. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes admiratif, effectivement. Quand on lit vos lignes, il y a pas une trace de critique. Non, j'ai souvent eu l'occasion, en d'autres circonstances, à propos de l'héritage politique de Lucien Bouchard, d'être à la fois admiratif et sévère. Mais à propos de ce livre en particulier, oui, qui révèle la vision de Lucien Bouchard, de ce que peut être et de ce que doit être la politique, de ce que doivent être les politiciens, de ce que peut et doit être la formation d'un homme politique, je ne suis qu'admiratif. J'ai l'impression que Lucien Bouchard ici nous a livré le meilleur de lui-même, c'est-à-dire une conception de l'autorité, du devoir, de la décision et de l'éducation qui, si elle était entendue, pourrait faire grand bien à la classe politique québécoise. On va y revenir dans quelques secondes, Mathieu Bock-Côté. J'ai lu le livre également, j'ai aussi beaucoup aimé. Bon, c'est bien écrit. Il faut aussi remercier Pierre Caillouette pour le travail qu'il a fait. Il y a une expression qui me vient en tête à la lecture de ce livre, c'est la sensibilité de la raison et l'intelligence du cœur. Seriez-vous d'accord avec ça? Ah oui, non, mais absolument, la formule est très très bonne. C'est-à-dire, on a trop tendance aujourd'hui à dissocier abusivement l'affectif du rationnel. C'est vrai. Ce qui fait en sorte que le rationnel devient simplement gestionnaire et technique, et l'affectif devient pure émotivité irrationnelle. Alors que chez Lucien Bouchard, on sent vraiment je dirais même un heureux mariage entre les deux, et à tel point qu'on n'arrive pas à distinguer la raison de l'émotion ou du sentiment. Parce que l'exercice, je dirais, de la raison politique, c'est justement la rencontre des deux. C'est-à-dire, pour comprendre un peuple, il faut aller au-delà des connaissances disponibles aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, un politicien qui veut comprendre le monde dans lequel il évolue, il se fie aux connaissances produites par la bureaucratie. Oui. Il se fie aux connaissances produites par la technocratie. Lucien Bouchard nous dit, avant de connaître la société, on doit connaître l'homme. On doit connaître le peuple en dessous de la société moderne. On doit connaître l'homme dans ses passions éternelles. Donc, comment connaît-on l'homme? Eh bien, par la littérature, par l'histoire, par la philosophie. Il faut, autrement dit, lorsqu'on veut gouverner les hommes, avoir une intelligence de leur passion. La chose ne va pas de soi aujourd'hui, parce que, comme je le dis, au nom d'une vision exagérément rationaliste de la politique, on congédie une part fondamentale de notre humanité. Comment gouverner les hommes quand on ne comprend pas l'homme? Je pense que là que vous faites allusion également au fait que Lucien Bouchard est avant tout un homme de culture. Oui, mais ça c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, en politique, on valorise systématiquement la figure du comptable efficace, du manager qualifié. Or, ce qu'on oublie, c'est que pour gouverner un peuple, il faut jouer, je l'ai dit, avec les passions humaines. Il faut savoir qu'on gouverne un peuple, c'est-à-dire une communauté d'histoire et de culture. Il faut savoir que les solutions rationnelles de l'administration publique ne peuvent pas d'un coup changer le destin d'une collectivité. Et si surtout on veut faire de grandes choses avec ce peuple, Lucien Bouchard a cherché à le rendre indépendant, avec d'autres, il faut être capable de toucher les couches les plus profondes de notre humanité, de notre sensibilité politique. Eh bien, pour ça, je l'ai dit, il ne faut pas se contenter de voir une société complexe, managériale, moderne. Il faut avoir une histoire plus longue du politique, et c'est ce à quoi nous invitait Lucien Bouchard dans ce livre. N'oublions pas deux choses, Mathieu Bock-Côté, c'est que gouverner a donné gouvernement ou gouvernance. Vous décriez la gouvernance, mais vous êtes plutôt l'avocat du gouvernement. L'autre chose aussi, c'est que le mot culture a plusieurs acceptions. La vôtre et celle de Lucien Bouchard, je pense, Mathieu, c'est que c'est une culture plus à l'européenne, ancrée dans le passé, qui a des dimensions presque sacrales et existentielles. En tout cas, la mémoire est très forte. Il y a aussi le mot culture à l'anglo-saxonne, qui est un mot, on peut dire la culture de la patate, la culture du judo, la culture catholique, la culture des cheveux roses. Enfin, c'est juste une pratique. Et il y a aussi la troisième acception qui est la culture anthropologique, qui est un peu entre les deux, quoi, qui est l'écosystème humain dans lequel une société vit.
Oui, il faut avoir une conception fine, et je dirais polysémique de la culture pour savoir bien gouverner les hommes. Et je dirais que dans notre société, par esprit démocratique, égalitaire, systématique, on cherche à tout placer sous le signe de la culture, histoire de ne pas vexer la sensibilité de quiconque. Donc, vous le dites bien, il y a la culture des cheveux roses, la culture du saucisson, et il y a de l'autre côté la culture classique et les grandes œuvres littéraires, et il y a aussi la culture profonde d'un peuple. Et elles se valent toutes, aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles se valent toutes. Oui, bien, dans l'égalitarisme obligatoire fait en sorte qu'on est incapable de distinguer. Or, pour mobiliser un peuple, il faut être capable justement de toucher, je crois, aux passions fondamentales, aux sentiments fondamentaux. Ceux qui sont justement révélés par l'intelligence dans la culture, disons, littéraire ou quelquefois musicale, la culture classique, mais ces passions qui sont aussi logées au cœur de ce qu'on appellerait la culture anthropologique. Oui. Donc, cette accumulation de souvenirs et d'expériences qui font qu'un peuple est un peuple, eh bien, il faut l'épuiser là-dedans. Je vous ai mal entendu, Mathieu Bock-Côté, il y a de la friture sur la ligne. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oh, pardonnez-moi. Je dis que pour être capable, justement, de mobiliser un peuple, il faut aller dans les profondeurs de son expérience historique. Comment peut-on y aller si on ignore l'existence de ces profondeurs? Effectivement, donc on parle de mémoire, hein? Excusez-moi, là, c'est moi qui vous entends. C'est moi qui fais de la friture maintenant. On parle quand on parle de culture, on parle également de mémoire et de racines. Mais le sens des racines, de la mémoire et tout ça, ça nous invite à sortir du présentisme. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que le présentisme? Allô, oui? Mathieu Bock-Côté, êtes-vous là? Là, je vous entends pas du tout. Je rappelle que, il a raccroché, je sais pas trop quoi, je rappelle que nous sommes en train de parler des lettres à un jeune politicien de Lucien Bouchard qu'il a fait en compagnie avec Pierre Caillouette. Ça a été édité chez VLB. Je veux juste vous décrire un peu la table des matières qui est fort suggestive. Il n'y a pas beaucoup de lettres, il y a 9 lettres et le livre fait au total 120 pages. La première lettre, c'est la nécessité de s'engager, ensuite de l'importance d'avoir une carrière préalable, l'art de communiquer, et nous parlons de tout ça avec Mathieu Bock-Côté actuellement. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour, désolé, je crois qu'il y a un problème téléphonique. Ou rebonjour plutôt. On parlait donc de mémoire. Oui, c'est-à-dire, il y a une espèce de présentisme étrange dans la société contemporaine. Oui. Cette vision selon laquelle rien n'existe au-delà de l'instant présent. Eh bien, lorsqu'on a cette vision, la société apparaît comme une page blanche. Oui. Il y a une forme de vision démiurgique. On peut tout faire. Il suffit de tracer des plans de société pour accoucher d'une société nouvelle. Mathieu Bock-Côté, vous avez dit un gros mot, démiurgique. C'est-à-dire la volonté de créer le monde à partir de rien, la prétention d'un Dieu à créer le monde par décret, par pur acte de volonté. Ah oui, démiurge le créateur, oui, je vois. Oui. Alors, ce qu'on oublie avec ça, c'est que la société, toujours, la formule est d'Alain Finkielkraut, nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. Nous naissons dans un monde qui nous précède et nous survivra, vous avez dit, hein? Oui, mais justement. Et pour être capable de mobiliser un peuple, pour être capable de mobiliser une collectivité, il faut avoir cette conception, je dirais, du temps long. Or, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qui manque à notre époque. Et lorsqu'on lit le petit livre de Lucien Bouchard, qui est un tout petit livre, mais qui est un grand ouvrage, eh bien, on retrouve d'un coup cette vieille conception de l'humanité et de l'action politique qui nous manque. Venons-en un petit peu dans le détail du livre. Il parle il ouvre d'entrée de jeu avec la nécessité pour les jeunes de s'engager politiquement. Et ensuite, il y a d'autres lettres. Il faut savoir communiquer. Les étiquettes, il prend ça avec des pincettes. Il dit que le moment révèle le chef. Tout ça, c'est lourd, tout ça. Venons-en à l'engagement politique des jeunes, parce qu'on dit, et vous le dites souvent dans ma tribune, que les jeunes se désengagent du politique. Oui, c'est que Lucien Bouchard, on lui a d'ailleurs reproché, on lui a dit, le printemps québécois n'était pas engagement politique des jeunes. Et là, Lucien Bouchard répond assez justement là-dessus. Il dit, l'engagement politique n'est pas que protestation de rue ou protestation morale ou idéologique. La politique, c'est l'exercice du pouvoir. Donc, si on veut que les jeunes s'engagent en politique, il faut que les meilleurs... C'est une forme d'élitisme chez Lucien Bouchard, d'ailleurs. Et on lui reproche du reste, hein? Oui, et il l'assume. Et donc, il faut que les meilleurs décident de s'engager dans la politique électorale, dans la politique des partis, dans la politique qui conduit à l'exercice du pouvoir dans l'État. Il le dit clairement, on ne peut pas s'engager hors d'un parti.
Oui, ben c'est assez clair. À un moment donné, on est dans la culture de la protestation, du mouvement social et tout ça. Mais quand il y a une temps de gouverner, il faut choisir un parti, il faut choisir une coalition, il faut savoir parmi les 1000 idées qu'on a, lesquelles sont les plus importantes, quelle est l'idée à laquelle je me consacrerai en allant en politique. C'est un peu le message de Lucien Bouchard là-dedans. Donc aujourd'hui, quand on me dit la jeunesse est mobilisée politiquement par Facebook, non, c'est pas aussi simple que ça. À un moment donné, la politique n'est pas que protestation seule dans son salon, c'est se mouiller, c'est se salir les mains dans l'exercice du pouvoir. Et surtout, pas seulement dire non, mais oui. Voilà, c'est-à-dire le chimie du politique du Bouchard, c'est le sens du réel accouplé à l'idéalisme. Oui. Donc le réel n'est jamais aride, il y a une part de rêve dans le réel, mais il y a aussi un sens des limites qui nous manque souvent, un principe de réalité. Mm-hmm. Or, de ce point de vue, c'est fondamental. Bouchard nous dit, il faut savoir dire oui, donc avoir un projet, mais il ne faut pas confondre ce oui à l'avenir avec un oui à l'utopie. Maintenant, une autre lettre qui revient un peu à la culture aussi des mots. Il faut savoir communiquer. Surtout aujourd'hui, à l'ère de Twitter et de tout ça, où on communique à la nanoseconde, il faut pouvoir synthétiser une pensée. Oui, mais ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, pour mobiliser les peuples, la parole est fondamentale. Ça, d'ailleurs, on le sait depuis les Grecs, la politique est d'abord l'art de la parole. C'est l'art du gouvernement, mais c'est l'art de la parole aussi. Et de convaincre. Parce que c'est par la parole qu'on peut libérer l'imagination, qui nous permet de voir dans ce grande assemblée d'individus quelque chose d'autre que des mille et une passions contradictoires, mais on voit un peuple, une société. L'imagination est fondatrice du lien social. Mm-hmm. Mais il faut être capable de parler aux gens. Et ça exige une culture, ça exige le mot juste, ça exige l'art oratoire. Le problème avec la télévision contemporaine, c'est qu'elle réduit la parole à quelquefois un clip de 10 ou 20 secondes. Mm-hmm. Mais je suis persuadé d'une chose là-dessus, nous devrons redécouvrir des paroles publiques sera valorisées, parce que la parole publique, ce n'est pas que du blablabla. C'est une manière fondamentale de nommer le monde et de se l'approprier. Forcément. Passons à une autre lettre. Il dit « Ne te préoccupe pas des étiquettes ». Ça veut dire qu'on peut aller dans une assemblée en jeans et en basket? Non, ce n'est pas l'étiquette dans ce sens-là. Lucien Bouchard ne dirait pas ça. C'est les étiquettes gauche-droite et ainsi de suite. Ah. Donc Lucien Bouchard... oui, évidemment, oui. Bon, alors, il croit, notre ami Bouchard, à la cohérence intellectuelle, à la cohérence politique. Mm-hmm. Mais il dit, évite les étiquettes trop facilement administrées dans les médias qui font en sorte que tu deviens prisonnier d'une étiquette et d'un clan plutôt que d'avoir une vision d'ensemble de la collectivité. La cohérence philosophique de l'action politique n'exige pas de se ranger automatiquement à gauche ou à droite. Effectivement. Donc, c'est un peu gaulien, non? Un peu comme position? Absolument. Ça, c'est le mot qui revenait toujours à mon esprit quand je le lisais. Je me disais, le général de Gaulle se serait reconnu là-dedans. D'ailleurs, Bouchard le cite, il cite même le fil de l'épée, le traité du commandement de Gaulle. Et je n'étais pas surpris, le voyant citer, c'est-à-dire, il y a la même conception du pouvoir chez les deux. Et c'est probablement pour ça que Lucien Bouchard a failli passer à l'histoire ici au référendum de 95. Une conception du pouvoir qui est régalien, qui est royal presque? Oui, très régalienne. C'est-à-dire, on n'est pas dans une vision du pouvoir qui est dans la gestion du quotidien. Mm-hmm. On n'est pas dans une vision du pouvoir qui est le manager. On est dans celui qui gouverne, donc qui fixe des grandes orientations, qui s'investit existentiellement dans la politique. Mm-hmm. Je crois que là-dessus, on est assez proche du général de Gaulle. On reproche souvent à Lucien Bouchard, comme à beaucoup d'autres politiciens du reste, d'avoir un grand ego. Mais c'est la question qu'on se pose souvent au sujet du général de Gaulle, c'est-à-dire que quand on a rendez-vous avec l'histoire avec un grand H, quand on a une mission à accomplir, celle d'exercer le pouvoir le plus sagement possible et au profit du peuple qu'on représente, on est soit gonflé d'orgueil ou soit très humble. Et dans tous ces cas, on ne sait jamais départager la part de l'humilité et la part de l'ego. Mais heureusement, parce que sinon, d'un coup, ce serait des passions vaines. C'est-à-dire, l'ego être porté par l'idée que je suis indispensable à la réalisation de quelque chose de plus grand que moi. Oui. Hein, c'est ça la passion politique, c'est-à-dire j'y vais parce que je suis le seul. Si j'y vais pas, ça se fera pas. Mais je n'y vais pas que pour moi-même, j'y vais pour quelque chose qui me transcende. Ça, c'est fondamental. Alors évidemment, il y a une extrémité là-dedans. Je vous entends mal, Mathieu. Il y a une quoi? Il y a une quoi? J'ai toujours pas compris. On a encore des problèmes de communication avec Mathieu. Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler des lettres à un jeune politicien, écrit par Lucien Bouchard en collaboration avec Pierre Caillouette. Ça vient de sortir chez VLB Éditeur et il parle de beaucoup de choses. En fait, c'est 9 lettres, c'est pas bien long, ça se lit très facilement, c'est très agréable et c'est
très profond, c'est extrêmement sincère, qu'on soit d'accord ou pas avec la conception du pouvoir de Lucien Bouchard. Je crois que maintenant Mathieu Bock-Côté nous est revenu. Alors, bonjour pour la troisième fois, Mathieu. Oui, rebonjour, et je changerai de compagnie de téléphone dès demain. Et vous changerez de téléphone également. Alors, on parlait... Donc, il y avait cette idée, justement, qu'il y a une extrême modestie en politique, qui est nécessaire, c'est-à-dire il faut que quelque chose me dépasse. Et au même moment, il faut un très grand ego pour se croire indispensable. Il faut les deux, en fait. Il y a une lettre dont le titre m'intrigue beaucoup, et les grands discours naissent des grands moments. Est-ce qu'on peut dire que le leader est révélé par la confluence de certains événements à un moment X? Oui, mais il faut de grandes circonstances pour permettre aux grands hommes d'arriver, mais quelquefois, les grandes circonstances n'arrivent pas si les grands hommes ne les saisissent pas. C'est-à-dire, il y a quelquefois une situation riche de possibles. Oui. Encore doit-on voir ces possibles pour être capable justement de les transformer en action. S'il n'y a pas de général de Gaulle, il n'y a pas d'appel du 18 juin. Et bien de la même manière, si Parizeau ne revient pas au pouvoir, enfin à la tête du PQ en 87-88, la marche vers l'indépendance ne reprend pas. S'il n'y a pas la crise en 95 au référendum, Bouchard n'advient pas comme grand chef, mais au même moment, c'est parce que Bouchard arrive qu'il transforme une crise en occasion de redressement. Il est difficile de décrypter, de décoder l'histoire véritablement. C'est d'ailleurs pour ça que les historiens se chicanent toujours sur le temps long, le temps court, les mythes, la technique. Quel est le moteur de l'histoire? Lucien Bouchard nous dit il y a plusieurs moteurs, mais il y en a un qu'on oublie souvent, c'est le rôle des grands hommes. Je fais pas un aparté, Mathieu Bock-Côté, mais ça me fait penser à un livre de George Steiner qui s'appelle Le Château de Barbe-Bleue. Ça vous dit quelque chose? Oui, je connais le titre, je n'ai pas lu le livre. Lisez-le si vous avez le temps, parce qu'il parle de la Révolution française et ensuite de l'épopée napoléonienne, donc fin 18e, début 19e siècle. Et il dit que des hommes qui croupissaient qui s'ennuyaient carrément. Enfin, la Révolution française, on peut en dire du bien ou du mal, mais elle a créé une explosion et un appel d'air qui a révélé beaucoup de gens à eux-mêmes. Oui, mais ça, il n'y a pas de doute. Quand on lit Hippolyte Taine, notamment un historien de la Révolution française que j'aime beaucoup, oui. Il nous dit chaque période historique a besoin de son type de leader. Oui, oui. C'est-à-dire, il y a les époques idéologiques, il y a les époques tragiques, il y a les époques calmes. Oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une personnalité type du chef à travers l'histoire, du chef politique, du grand chef politique. C'est ce qu'on appellerait la personnalité tragique. Et autrement dit, il faut savoir conjuguer le sens de l'idéal et le principe de réalité. Il faut savoir que tout n'est pas possible, ce qui ne veut pas dire que rien n'est possible. Il faut autrement dit croire à l'action politique. Croire à plus que la gestion, mais à moins que l'utopie. Je crois que c'est ce que veulent les grands hommes politiques à travers l'histoire. Et Lucien Bouchard à sa manière. Et ensuite, je l'ai dit, on peut critiquer son héritage politique. On peut critiquer ce qu'il a fait au pouvoir, mais quand on voit la manière à partir de laquelle il voit la politique, on sait qu'il est dans cette continuité. Pour finir, la politique, c'est l'art du possible. Mathieu Bock-Côté, merci infiniment. Au plaisir. Et changez de téléphone, s'il vous plaît. Hein? Sans faute. Dans la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Mathieu Bock-Côté qui nous parlait donc des lettres à un jeune politicien, écrit par Lucien Bouchard en collaboration avec Pierre Caillouette, journaliste, publié donc chez VLB Éditeur, un livre de 120 pages à peu près. C'est 9 lettres à un jeune politicien.